Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache. Et oui, aujourd'hui j'ai remis mon plus beau cardigan pour vous faire la deuxième partie de l'épisode consacré à l'appellation. Et aujourd'hui nous allons voir son utilité auprès des consommateurs internationaux, ainsi que le débat qu'elle suscite auprès de la communauté des vignerons. Que voulez-vous? Le laisser-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Du coup, les consommateurs internationaux, ils en pensent quoi? Eh bien, la place de l'appellation auprès des consommateurs internationaux a été un débat qui a animé les foules pendant près de 20 ans. Et pour cette partie, je me suis beaucoup appuyé sur l'excellent livre Entreprendre dans le vin de Martin Kupertafon, livre dont je vous parlais déjà dans l'épisode 5.1 de Vinstache, et dont je n'ai pas fini de vous parler tant je trouve cet ouvrage brillant. Remise en contexte. Depuis les années 90, le marché du vin est entré dans une ère de globalisation. En effet, les pays du Nouveau Monde ainsi que les États-Unis ont planté des surfaces importantes de vignobles. La production de ces pays a très vite dépassé leur niveau de consommation, à l'exception des US, et ils ont logiquement développé leurs exportations. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 80, les exportations de vin du Nouveau Monde ne représentaient que 3% des exportations mondiales de vin, là où dans les années 90, elles en représentaient 29%. Au point même qu'en septembre 2001, le magazine américain Business Week titrait Wine War, avec en sous-titre « Comment les vins américains et australiens piétinent les Français ». En effet, à cette époque, les vins français sont chahutés, et cela pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que le goût des vins français ne plaît pas au marché alors en pleine croissance. Les nouveaux consommateurs du Royaume-Uni, des États-Unis ou encore même d'Europe du Nord cherchent alors des vins faciles à boire pour leur palais non initié. La deuxième raison, c'est tout simplement que le système des AOC françaises est jugé complexe et archaïque, limite médiéval. Par exemple, les consommateurs américains se réfèrent alors à l'époque à des marques de vins venues du Chili ou d'Australie et qui font clairement mention des cépages. Pour vous donner un exemple concret, une marque californienne comme Barefoot possède alors une gamme qui fait clairement mention des cépages, comme par exemple le Cabernet Sauvignon ou encore le Pinot Gris. Devant cette nouvelle concurrence, en 2001, Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, va demander à Jacques Berthomeau, contrôleur général des offices, plus connu aujourd'hui en tant que blogueur vin d'influence, un rapport sur la situation. Rapport qui sera rendu sous le titre « Comment mieux positionner les vins français sur les marchés d'exportation », mais que tout le monde appelle aujourd'hui encore le rapport Berthomeau, et qui fera grand bruit. Alors, vous résumez un rapport de près de 80 pages expliquant comment donner un nouvel élan pour le vin français à l'horizon 2010, c'est impossible. Je laisserai donc dans la description de cette vidéo le lien du rapport pour les curieux qui veulent en savoir plus, mais pour ma part, je vais me concentrer sur une recommandation bien particulière qui était développer les marques de vin, pour les marchés d'exportation notamment, qui permettent de faciliter le processus d'achat consommateur non connaisseur. Par la suite, Jacques Berthomeau précise qu'il ne faut pas forcément rentrer dans une démarche cépage comme le font les vins du Nouveau Monde, car cela risquait de provoquer un trop-plein d'offres, mais plutôt une approche marque comme les Australiens l'ont fait avec Penfolds, ou même encore les Champenois qui ont réussi à le faire en France, avec les marques de champagne. Sauf que ça, c'était en 2001. Ici, la France a perdu une bataille. La France n'a pas perdu la guerre du vin. Cette approche marque, en réalité, elle n'a jamais vraiment prise au sein de l'industrie française du vin. En réalité, il s'est plutôt passé ce que M. Berthomeau indiquait déjà dans les atouts et les opportunités de la France du vin, et qui disait « Les nouveaux buveurs de vin, créés par le Nouveau Monde, ont des attentes qui tendent à évoluer vers plus de complexité, ce qui pourrait les ramener naturellement vers les vins français. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les palais des consommateurs du Nouveau Monde se sont formés, et lorsqu'ils en ont eu ras la casquette de boire des vins chiliens hyper extraits, des chardonnays australiens bourrés de sucre ou encore des rosés californiens à base de cépage Zinfandel, vers qui se sont-ils tout naturellement tournés lorsqu'ils ont voulu monter en gamme? Eh bien la France! Et pas n'importe quelle France. La France du général de Gaulle. Parce que lorsqu'ils ont voulu évoluer vers plus de complexité, lorsqu'ils ont voulu des vins avec une vraie identité, et que en plus ils étaient prêts à expérimenter, eh bien quelle plus belle mosaïque de terroir que les AOC françaises. Tiens, il suffit de prendre l'exemple de la Bourgogne, c'est un terrain de jeu infini pour les étrangers. 28 000 hectares, tout juste 3% de la production du vignoble français, et pourtant 84 AOC. Et au sein même de ces appellations, on peut retrouver des climats. Par exemple, à Pommard, on retrouvera 28 climats différents. Et c'est ainsi que notre système d'AOC, qui était considéré comme dépassé, archaïque, limite médiéval, eh bien en réalité il est devenu notre plus bel atout pour le marché de l'export. Donc les vignerons ils sont plutôt pour. Alors oui, les vignerons sont plutôt pour. Déjà d'une, il faut se rappeler, comme je le disais dans la première partie de cet épisode, que l'AOC est née d'une demande historique qui visait à mieux protéger les vignerons. Ne serait-ce qu'en termes légaux, puisque comme les appellations sont reconnues par l'Union Européenne et défendues par l'INAO, eh bien on peut ester en justice les contrefacteurs. Et c'est notamment le cas du très célèbre domaine bourguignon de la Romanée-Conti, qui expliquait dans la Revue du vin de France de novembre 2017 que l'INAO protégeait ses intérêts à l'international. Mais le domaine de protection des appellations va encore plus loin qu'une simple question de protection commerciale. En effet, cela s'étend aussi à des questions d'urbanisme et d'exploitation des sous-sols. Et si les prix des loyers sont en train de s'envoler à Bordeaux, ce n'est pas uniquement à cause de l'invasion parisienne,
mais aussi parce que la métropole est entourée de terres viticoles protégées. Par exemple, en février 2014, il a été décidé de protéger 25 000 hectares de vignes via le schéma de cohérence territoriale des 93 communes de l'agglomération bordelaise. Mais plus qu'un outil de protection commerciale ou d'urbanisme, l'AOC est surtout un super outil de réputation collective visant à emmener les prix moyens de l'appellation vers le haut. Prenons un exemple simple. Si vous êtes un château même peu connu, mais que vous êtes installé à Pauillac, dans le Médoc, et bien comme vous allez être entouré de domaines mondialement réputés comme le château Laffitte, le château Latour ou encore le château Mouton Rothschild, tous trois premiers crus classés de 1855, et qui comptent parmi les vins les plus recherchés au monde, et bien vous pourrez vendre votre vin à un prix moyen bien plus élevé du fait du prestige de l'AOC Pauillac qu'un producteur installé en AOP Irouléguy en plein cœur du Pays Basque. Et ce, quelle que soit la qualité de votre vin. Et au final, c'est ça qui est assez piégeur pour le consommateur. Parce que le petit producteur d'Irouléguy, comme il sait que son AOC n'est pas très réputé, eh bien, il va peut-être se donner beaucoup plus la peine en travaillant par exemple 8 hectares en biodynamie de manière ultra qualitative et vendra ses vins à peine 10 €. Là où un producteur de Pauillac, même peu connu, aura plus tendance à s'endormir sur ses lauriers puisqu'il sait que ses vins sont très demandés et du coup il continuera à faire ses 60 hectares en agriculture conventionnelle tout en continuant à vendre ses vins autour de 20 ou 30 €. Mais bon, ne voyons pas que le côté négatif des choses. Aujourd'hui, il y a plein de vignerons qui se battent pour faire reconnaître leur terroir en tant qu'appellation d'origine contrôlée, parce qu'ils font du super boulot et justement parce qu'ils ont envie de valoriser leurs vignes. Par exemple, dans l'épisode du Beaujolais nouveau, je vous parlais de Frédéric Bern et de son association de vignerons qui se battent pour faire reconnaître l'Antigné comme 11e cru du Beaujolais. Mais plus récemment, nous avons appris que dans le vignoble de Chablis, une nouvelle appellation avait été officialisée au journal officiel via le nom Vézelay. Mais pourtant, tous les vignerons ne sont pas pour. Et oui les amis, nous sommes en France, et en France, rien n'est jamais simple. En effet, tous les vignerons ne sont pas forcément des fervents défenseurs de l'appellation d'origine contrôlée, ou du moins son application. Déjà à cause de ce que l'on va appeler l'agrément. Et l'agrément, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Eh bien dans les années 70, nous avons fait le constat assez terrible qu'il y avait une vraie défaillance au niveau qualitatif de notre production de vin. Du coup, afin d'instaurer de bonnes pratiques au sein des AOC, l'INAO a décidé de mettre en place des dégustations d'agrément où l'on jugerait qu'un vin prétendant à l'appellation n'ait pas de défaut, mais surtout qu'il respecterait la typicité du terroir. Or, la notion de typicité, c'est quelque chose d'assez récent puisqu'il s'agit d'un néologisme né autour de 1979-1980. En 1947, Joseph Capu, dont je vous parlais déjà dans l'épisode précédent et qui est l'un des pères de l'AOC, avait écrit dans son livre Les fondements de l'appellation d'origine des vins fins qu'il associait appellation d'origine à originalité, authenticité et qualité, dépendant d'usage de production, le tout reposant sur les bases du sol et des cépages. Il nous parlait donc d'originalité, d'authenticité et de qualité. Or, s'il n'est pas contestable de remettre en cause les dégustations d'agrément pour la partie qualité, pour la partie originalité et authenticité, eh bien c'est totalement contestable. Puisque, pour qu'un vin ait l'agrément, il faut qu'il respecte la partie information sur la qualité et les caractéristiques du produit de la partie 10, lien avec la zone géographique, du cahier des charges de l'appellation. En clair, que le vin corresponde à un standard prédéfini. Pour vous reprendre l'exemple de Pomerol, il faut qu'un Pomerol soit un vin au nez évoquant les fruits noirs avec parfois des notes de violette et de truffe. Et cette standardisation de la typicité pour obtenir l'agrément est remise en cause par des vignerons comme Patrick Baudouin ou l'association de vignerons Sève. D'ailleurs, cette dernière, dans un article intitulé « Réformer les agréments, oui, absolument, mais pour quelle AOC ?», expliquait qu'il fallait réformer l'agrément car aujourd'hui, il existait deux offres au sein de l'AOC. Une offre de vin hyper standardisée, issue de l'énologie des années 60, qui offre des vins de qualité souvent moyenne, dont la distribution se fait beaucoup par le négoce et la grande distribution. Et une offre minoritaire, mais en croissance depuis une vingtaine d'années, où l'on va trouver des vins produits par des vignerons en volonté de rupture avec les pratiques de l'énologie des années 60, qui revendiquent une éthique, une volonté d'expression du terroir, qui va de pair avec les pratiques de plus en plus respectueuses de l'environnement et du consommateur. Et c'est ainsi qu'une petite minorité de vignerons, en rupture avec les codes de l'AOC, se sont vus refuser l'agrément. Comme par exemple Marcel Richaud, figure emblématique de Kéran, qui déclarait au Figaro Vin « J'ai souvent été recalé lors des dégustations d'agrément de l'appellation, parce que mes vins n'avaient pas assez de couleur. » Mais voilà, les techniciens de l'énologie cherchent aujourd'hui à nous imposer des standards de goût, de couleur et de méthodes de vinification qui ne me conviennent pas. Ou encore il y a peu dans le journal Les Échos, on nous expliquait que Jean-Marie Guffens-Hénin, qui est un vinificateur de génie d'origine belge installé dans le sud de la Bourgogne, et qui est aussi connu pour être un personnage haut en couleur au franc-parler certain, eh bien celui-ci possède aussi des vignes dans le sud de la France, et avait décidé de faire déclasser ses vins de l'IGP Vaucluse à l'appellation Vin de France, et cela suite à un refus d'agrément de l'INAO sur l'une de ses cuvées. Ainsi, il déclara « Je refuse que les instances de l'IGP se prononcent sur le goût de mon vin. Elles sont là pour contrôler des éléments factuels, variétaux, géographiques,
mais pas pour juger. Il revendique aussi une grande liberté créatrice face aux terroiristes et le système français tellement rigide, académiste, qu'il en devient un handicap. D'ailleurs, les vignerons ne sont pas les seuls à dénoncer les dégustations d'agréments qui standardisent le goût. Michel Béthane, grand dégustateur et co-auteur du Grand Guide des vins de France, dénonçait l'appellation à 2 vitesses en juin 2011 auprès du quotidien Le Monde. Lorsqu'un internaute lui demanda « Ne faudrait-il pas, dans ces conditions, que seulement les grands vins, les vins fins, portent l'AOC pour qu'elle soit significative ?» Il répondit « Bien entendu, je suis 1000 fois d'accord. Seulement 20% des vins d'appellation d'origine méritent ce statut. On a été d'un laxisme et d'une démagogie terrifiant dans la multiplication des appellations d'origine. Au départ, c'était des appellations historiques, codées, et l'on les a étendues à une très grande partie du territoire. Enfin, pour ce qui est de la typicité de l'AOC, on retrouvera aussi la question des cépages autorisés au sein du cahier des charges. Imaginons que je suis un vigneron bourguignon, installé sur l'appellation d'origine contrôlée Gevrey-Chambertin, et je ne vinifie que des vins rouges. Tous mes collègues vignerons vinifient le cépage Pinot Noir, mais moi, Loïc Geoffrey, parce que je suis plus malin que tout le monde, et surtout suite à des essais, je me suis forgé la conviction que c'était le cépage Cabernet Sauvignon, qui est un cépage bordelais, qui s'exprimait le mieux sur mon terroir bourguignon. Et bien si je plante du Cabernet Sauvignon à la place du Pinot Noir, il me sera totalement impossible d'avoir l'appellation Gevrey-Chambertin, et je devrais déclasser mon vin en tant que vin de France. Et alors bon, autant pour la Bourgogne, en réalité la question ne se pose pas, Pinot Noir, vin rouge, Chardonnay, vin blanc, c'est une évidence. Mais pour d'autres régions où les vins sont traditionnellement des vins d'assemblage, donc faits à partir de plusieurs cépages, eh bien c'est un tout autre débat. L'un des exemples les plus connus étant Jérôme Bressy, un vigneron de talent de l'appellation Rasteau qui avait réintroduit dans son vignoble, en accord avec l'organisme de gestion des appellations du Rhône, des cépages confidentiels comme le Picardant, le Picpoul gris, la Counoise ou encore le Vaccarez, mais qui a dû par la suite se déclasser en tant qu'IGP Vaucluse, car les règles de l'appellation Rasteau avaient évolué et les cépages qui l'avaient planté n'étaient plus autorisés. Bref, longtemps jugé comme un frein à l'exportation, notre système archaïque d'AOC est en train de revenir en grâce auprès des consommateurs du Nouveau Monde qui recherchent aujourd'hui des vins complexes et ayant une identité. En France, le débat sur l'AOC divise. Outil de réputation collective, certains vignerons dénoncent une AOC à 2 vitesses entre d'un côté une offre standardisée et moyenne poussée par des dégustations d'agréments et de l'autre une offre qualitative à la recherche de l'excellence. Certains vignerons à la réputation de marque déjà bien établie décident volontairement de s'affranchir de l'AOC pour faire du vin selon leurs convictions. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'était le cas, eh bien n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à le liker et bien évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis quant à moi, je vous dis à l'année prochaine.